C'est le Zoom de ce Smart Impact. Je présente mon invité Bruno Chrétien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de l'Institut de la protection sociale. Je veux bien que vous nous présentiez l'IPS pour commencer. Alors l'IPS, c'est un think tank, Oui. c'est une association qui regroupe des sachants sur ces questions de protection sociale et de retraite. Donc on va trouver des experts comptables, des assureurs, des banquiers, des caisses obligatoires qui travaillent à la réforme de la protection sociale. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de faire un système qui soit plus simple, plus efficace que celui qui existe aujourd'hui. Donc ça se traduit par des propositions de réformes très concrètes. Ouais. À chaque fois qu'on voit un problème, on propose une solution, sinon ça n'a pas de sens. Et donc on intervient sur les sujets de retraite, de financement, de santé, de prévoyance. On va en parler, mais j'imagine que de temps en temps, quand vous regardez les débats politiques en ce moment, vous devez vous dire, savent-ils tous de quoi ils parlent, nos parlementaires et nos députés? Il y a une notion que j'ai découverte en préparant l'interview et votre arrivée, c'est ce jour du dépassement social. De quoi il s'agit? C'est quoi le jour du dépassement social? Alors vous savez, c'est un petit peu l'idée, le jour de la libération fiscale, mais rapporté aux cotisations sociales. Ouais. Pour bien comprendre, il faut avoir quelques chiffres à l'esprit. En fait, notre système de prélèvement fonctionne soit par de l'impôt, soit par des cotisations sociales. Pour l'impôt, quand je cotise, j'ai rien de retour en direct. C'est pas parce que j'ai payé beaucoup d'impôts que je serais mieux traité dans un commissariat, sur les routes, dans mon administration. Ça, et c'est pas prêt de changer. En termes de cotisations sociales, nos concitoyens pensent que plus je paye de cotisations sociales, plus j'aurai de retour. Vous savez, c'est l'idée de la rémunération différée. Les entreprises, pour les salariés, pour se concentrer sur les salariés du privé, l'entreprise prélève, cotisation patronale, cotisation salariale, et je me dis, bah voilà, j'ai moins de revenus immédiats, mais par contre, j'aurai une plus grosse retraite, une meilleure couverture. Voilà, c'est ce que pense tout le monde. Bon, ça, c'est la protection sociale expliquée pour les nuls, quoi, ou aux enfants. Ça marche pas comme ça, parce qu'avec le temps, on a eu un décalage progressif entre, je veux pas être trop technique, mais l'assiette de calcul de ces cotisations et les prestations obtenues. Prenons un exemple très concret. Par exemple, sur la cotisation retraite du régime de base, vous payez à peu près 17% jusqu'à un seuil qui s'appelle le plafond de sécurité sociale. On est obligé d'être un tout petit peu technique, 47 100 euros par an. Vous avez des droits qui sont augmentés. Si je paye sur 20 000 par an ou 40 000 par an, je vais avoir globalement 2 fois plus de droits. Mais quand vous passez de cette somme, en réalité, il y a un petit bout de cotisation, à peu près 2%, mais qui ne vous génère pas de droits supplémentaires. Au-delà de cette somme, exactement, vous cotisez, on paye plus, mais on a aucun droit pour les supplémentaire. autres, schématiquement. Alors ça, je vous prends un tout petit exemple, mais vous le trouvez dans la retraite complémentaire, dans la santé, dans la prévoyance. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de se dire, sachant qu'aujourd'hui, le régime de protection sociale, il est financé à moitié par l'impôt et CSG, à moitié par les cotisations sociales. On a rapproché tout ça et on s'est dit, voilà, quand tu payes tes cotisations sociales en fonction de ton niveau de revenu, mais qu'est-ce que tu vas avoir comme prestation obtenue? Oui, c'est un calcul qu'on fait jamais. Nos parlementaires, ils ne maîtrisent pas ce sujet. Et donc, le résultat, c'est de se dire, à partir de quand? C'est le jour au-delà duquel on cotise pour les autres. On cotise pour les autres. Exactement. Ça dépend évidemment de chaque métier, activité, etc. C'est pas ça le même dépend pour de tout le chaque monde. statut. De chaque statut. Exactement, parce que là, nous, on s'est centré sur les salariés, mais on pourrait faire ce qu'on appelle les indépendants, les experts comptables, les notaires, les commerçants. Mais là, on s'est centré sur les salariés du privé qui sont le gros de la population. Et donc, active, les salariés du privé... Pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an de salaire brut, donc c'est le salaire moyen d'un ouvrier, d'un employé à temps plein, en fait, il va cotiser pour lui jusqu'au 8 septembre. À partir du 9 septembre, en fait, il cotise pour la collectivité. Il n'a pas de retour sur investissement de sa cotisation versée. Si je prends quelqu'un qui est à 150 000, un cadre dirigeant, on va dire, là, on est sur le 23 ou 24 juin. Donc, en gros, la moitié de l'année, il cotise pour lui, et après, il cotise pas pour lui. Puis on a fait 1 million d'euros. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, c'est intéressant. Sur 1 million d'euros, en fait, il cotise pour les autres à partir du mois d'avril, vous voyez. Donc, il y a une idée derrière, c'est de dire, on a un système d'une complexité absolue, et sur lesquels plus personne ne comprend rien en réalité. Quand on comprend rien, après se pose la question de la légitimité du système. On se dit, mais pourquoi je cotise? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs échappés et autres? Et surtout de dire, attention, cette complexité de la règle fait que derrière, voilà, ça pose la légitimité des cotisations et ça pose un vrai problème. C'est une sorte d'impôt détourné, en fait, si j'essaye de compenser. Ça devient de la redistribution à partir de ce moment-là. Complètement, c'est de la redistribution. Alors, pourquoi pas? Je veux dire, là, mais il faut que ce soit clair. Les notes, mais moi j'apprends ça grâce à vous aujourd'hui, et donc je pense qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs, téléspectatrices qui évidemment ne l'imaginaient pas. Donc l'une des premières difficultés, c'est l'opacité en fait. Bien sûr, mais l'opacité, elle est partout. Si vous prenez l'exemple de la CSG,
Ouais. Hein. Alors on a une augmentation de la CSG qui est intervenue là, dans le débat parlementaire. Potentiellement. C'est compliqué, voilà. On ne sait pas trop ce qui va sortir. Enfin voilà. Mais quand vous regardez, vous prenez la CSG sur les revenus d'activité. Une partie est déductible au niveau de l'impôt sur le revenu. Comme n'importe quelle cotisation en réalité, et puis une partie n'est pas déductible. C'est-à-dire que quand vous avez une CSG, vous payez en fait de l'impôt sur de l'impôt. Hein, c'est quand même un système assez extraordinaire. Et personne ne réagit parce qu'en fait personne ne comprend. Ouais. Donc votre étude, elle montre que cette perte de productivité, on peut dire ça comme ça, des cotisations sociales, elle s'accentue avec le revenu. Bon, est-ce que vous parlez d'une injustice? Parce que c'est en ce moment où on est plutôt dans un débat qui consiste à dire taxons les ultra-riches ou les plus riches. Là, vous arrivez avec un discours qui dit c'est une injustice qui touche les plus riches. Alors nous, on aime bien être un peu pour la gratter, parce qu'on aime bien regarder les chiffres. Hein. Je vous dis, il y a beaucoup d'experts comptables à l'IPS, donc eux, ils savent ce que c'est. Hein. 1 plus 1, ça fait 2. Quoi. Ce que parfois les pouvoirs publics ont du mal à imaginer en la matière. En fait, très compliqué cette notion de justice, hein, surtout dans un pays où la notion de justice est un peu dévoyée en réalité dans les perceptions qui en sont. Le français aime bien que l'autre gagne pas plus que lui, vous voyez, pour faire court, quoi. Il y a un peu cette idée. Donc, on a voulu montrer, en fait, que donc on a un problème d'opacité du système, donc ça pose un problème de légitimité à terme. Première chose. Deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on dit, en fait, plus ma rémunération augmente, plus je cotise pour les autres. Et alors, on l'a sorti justement dans tous ces débats, faut taxer les riches. D'ailleurs, en 2 mots, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on commençait par les ultra-riches, puis après, on va finir par ceux qui gagnent 4 000 € par mois, pour faire référence à ce que le seuil qu'avait fixé François Hollande, vous savez. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un riche ? Quand il y a des enquêtes d'opinion qui ont été faites, en fait, c'est une notion très relative, en fait. Hein. Les Français estiment en moyenne qu'un riche, c'est quelqu'un qui gagne 3 fois plus que lui. Vous gagnez 1 000 € de salaire net par mois, vous allez estimer qu'à 3 000, le gars en face, il paye beaucoup. Si vous êtes à 10 000, à 30 000, vous estimez. Enfin oui, c'est toujours très relatif. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que on a voulu montrer qu'en fait, heureusement qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils cotisent en fait pour les autres, contrairement aux idées reçues qu'on entend trop souvent dans des médias peu informés en réalité. Quand vous voyez, alors ça a été voté et a priori ça va rester, quelles que soient les navettes parlementaires dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la suspension, décalage, je ne vais pas jouer sur les mots, de la réforme des retraites. Vous dites quoi? On est dans une bulle en France? On ne voit pas ce qui se passe ailleurs en Europe? Alors, oui, dans une bulle, mais ça nous emmènerait loin. C'est-à-dire qu'en fait, les Français estiment, en tout cas c'est la lecture qu'on en fait, que leur modèle de protection sociale, c'est un élément de leur identité. Dans beaucoup de pays développés, en fait, j'ai le droit à une retraite, et puis, regardez, dans beaucoup de pays européens, s'il y a moins de personnes qui cotisent et plus de retraités, on décale l'âge ou on baisse les pensions. C'est assez logique. Hein, bon. En fait, en France, très compliqué parce qu'à l'après-guerre, on a bâti un système qu'on voulait être le meilleur au monde. Bon, voilà, il y a toute une logorée autour de ça. Mais en réalité, on a considéré dans un pays qui était quand même en déclin par rapport à ce qu'il a été, qu'on avait quand même un truc que les autres n'avaient pas. Et donc, les Français sont arc-boutés et on n'y arrive pas à y toucher. Et donc, par rapport à ce système de protection sociale, la question de la retraite est évidemment le point crucial avec l'assurance santé. On est dans le délire le plus absolu. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi pas refuser de reporter l'âge de départ à la retraite? C'est un choix politique, chacun a son idée. Mais ce qu'on oublie de dire si on fait ça, c'est que ce sont des retraites plus petites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire que c'est très simple le système de la retraite. Soit vous dites, vous pouvez partir plus tard et vous toucherez plus, ce que nos concitoyens ne sont pas certains d'avoir, et d'où la perte de légitimité d'un système. Soit on dit, écoutez, vous partez plus tôt, mais dans ces cas-là, vous avez moins, vous serez pauvre. Et il faut l'assumer, sauf que les différents tenants de l'abaissement de l'âge de départ à la retraite, ils sont nombreux aujourd'hui au Parlement, n'explique évidemment que la première partie de l'exception. Quand Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, propose d'introduire une logique de capitalisation, un capital de 1 000 € dès la naissance pour chaque Français, vous dites ça y est, ça bouge un petit peu, ou alors il faut une vraie remise à plat globale de notre système? Alors, dans son cas, c'est de la com'. Faut voir les choses très clairement. La question de la capitalisation, de la répartition est évidemment au cœur du sujet. Parce que Gabriel Attal, il a proposé ça, plus de revenir à la notion de régime universel, qui est une autre notion. En fait, notre système, il est marqué de l'origine, on va dire d'après-guerre, du système de répartition. La répartition, c'est un système remarquable quand vous avez beaucoup de cotisants, peu de retraités, et que vous voulez redistribuer. Ce qui était complètement la situation de l'après-guerre.
Quand vous avez une population qui s'équilibre, aujourd'hui on a à peu près un 6, cotisant pour un retraité, et on sait qu'on va vers un 3, un 2, donc quand vous avez en gros un cotisant pour un retraité, le système est médiocre parce que on va chercher la richesse sur le travailleur, en réalité. Français, j'insiste. Le système de la capitalisation, on sait que tendanciellement, les bourses, même quand il y a eu des grands conflits, quand on regarde les chiffres des bourses, c'est quand même le système le plus rentable, très clairement. Mais ça permet aussi, et ce qu'ont très bien compris les anglo-saxons, d'aller chercher la richesse ailleurs. C'est tout l'enjeu des fonds de pension, des fonds d'investissement. Nous, on s'est coupé de ce système. Il y a quand même 2 régimes en France qui l'ont, il ne faut pas l'oublier, les pharmaciens qui ont eu toute l'intelligence de le mettre en place, et les fonctionnaires, tout à fait par hasard, le régime additionnel de la fonction publique qui prévoit un système de capitalisation. Donc, la CAPI, c'est un système tout à fait intéressant. C'est pas pour autant qu'il faut jeter la répartition. De toute façon, on ne pourra pas faire les deux en même temps. Donc, il y a une bascule qui ne sera nécessairement qu'à la marge, en fait. Et puis, à côté, ce que proposait Gabriel Attal, c'est de revenir au régime universel. Alors ça, c'est une folie. C'est une folie parce qu'en réalité, c'était la proposition d'Emmanuel Macron en 2017 qui a échoué lorsque Jean-Paul Delevoye était au commissaire à la réforme des retraites. Parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué, et que 2, il y a des logiques différentes, et ça a surtout pour effet de permettre à l'État de mettre la main sur les réserves de ceux qui ont bien géré, à savoir les retraites complémentaires, on pense à la Gerclarco, et les caisses de profession libérales qui n'en veulent pas. Allez, 1 minute, c'est trop court, mais pour mettre en avant l'une des propositions que vous faites pour refonder ce financement de la protection sociale. Alors, on pense qu'effectivement, il faut dissocier, il faut faire beaucoup plus de clarté que ce qu'on a aujourd'hui, et qu'il faut dissocier ce qui est des cotisations productives de ce qu'on appelle les taxes sociales. Il y a d'un côté le financement de l'assurance santé, des allocations familiales, qui peut être financé par un genre de CSG, en fait, ou par la CSG. Et puis par contre, tout ce qui est retraite et prévoyance, l'arrêt de travail, le décès, l'invalidité, il doit y avoir un lien total entre le niveau de mon salaire et donc de ma cotisation et les prestations que j'ai. Il faut que sur la rémunération future, en réalité, celle qu'on espère avoir, la retraite, et celle qu'on espère ne jamais avoir, l'arrêt de travail, on ait un lien entre ce qu'on a payé. Si on fait ça, on restaure au moins la confiance dans le système. Et puis à côté, il faut alléger le prélèvement sur le travail, très sensiblement. Il faut que les salariés voient assez vite moins 10, moins 15% de prélèvement sur leur travail, de manière à pouvoir équilibrer le système. Ça veut dire qu'il faut réduire les dépenses, et puis il faut basculer une partie. Mais ça veut dire, je parle d'arrêt de travail, quand on est moins bien payé, on sera moins bien couvert? Non, mais le problème, c'est que quand on est moins... Aujourd'hui, c'est le cas. Quand on est moins bien payé, on est moins bien couvert. Vous avez même des populations, notamment les non-cadres, qui n'ont pas de couverture complémentaire obligatoire, et c'est plutôt les populations précarisées. Vous voyez, donc le système, il avantage ceux qui sont inclus dans le système en réalité. Donc l'idée, c'est que quand je cotise plus, j'ai plus, quel que soit le niveau dans lequel je suis. Merci beaucoup Bruno Chrétien, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Laurent Berger. Il aurait pu débattre avec vous de la réforme des retraites des années 2017-2018. Aujourd'hui, c'est le directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel.